Raconter son métier d'ingénieur, c'est parfois difficile, parce qu'il n'existe pas qu'un type d'ingénieur. Il y a autant d'ingénieurs que d'étudiants en ingénierie. Parce qu'avec son diplôme en poche, on crée sa propre définition de ce titre. D'un directeur technique à une agricultrice, d'une ingénieure d'affaires à une ingénieure maintenance, d'une dirigeante des plus grandes sociétés de la tech dans la Silicon Valley, jusqu'à un entrepreneur dans le domaine des low-tech. Quel est le lien entre toutes ces fonctions ? Les humains qui les occupent et le diplôme qui leur ouvre les portes de nombreux secteurs d'activité. Un des préceptes de l'ICAM, c'est la sobriété. Et du coup, dans mon métier, en fait, je développe et je démocratise un mode de vie plus sobre. Donc je suis vraiment à fond dans ce précepte-là, quoi. Paul Mouraz est autant un diplômé de l'ICAM qu'un autodidacte de l'ingénierie low-tech. Après son diplôme, il commence à travailler dans l'industrie, mais se rend rapidement compte que pour lui, le plus important, c'est de participer à la construction d'un monde meilleur. Et pour cela, il décide de créer sa propre entreprise dans le domaine des low-tech, l'avant-d'après, afin de faire avancer notre société vers une transition énergétique à la portée de tout un chacun. Nous le retrouvons dans son atelier près de Saint-Nazaire. Bonjour, je m'appelle Paul Mouraz, je suis fondateur de l'avant-d'après et on va visiter là où je travaille. Donc ici on est dans un hangar qui appartient à la communauté de communes, la Carène. On est en location, on est 3 sur le bail. Il y a un premier collègue qui fait pas mal d'objets sur mesure. Ça peut être de l'extension de maison, une terrasse, un escalier sur mesure. J'ai un autre collègue qui est métallier, donc qui travaille le métal. Et moi du coup qui fait principalement du travail du bois. Et là, notamment des marmites norvégiennes. Et du coup, la marmite norvégienne, c'est un compartiment isolant qui permet de terminer la cuisson des aliments. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire chauffer la casserole, donc une ratatouille, un plat mijoté. Et une fois que le plat est chaud, on vient mettre le plat à l'intérieur de la marmite. Et vu que ça maintient la chaleur, ça maintient la cuisson. Et du coup, on peut faire des économies pour le temps de cuisson, de cuisson économisé. Et en mettant 10-15 minutes en gros à chauffer sur un feu, derrière, on peut aller jusqu'à 5h30 de cuisson. Donc voilà, qui permet de faire du coup des bonnes économies. On peut cuisiner pas mal de plats, juste tout ce qui est un peu sauté à la poêle, ça on peut pas. Et tout ce qui est au four, pour les grillades en fait, ça on peut pas non plus. Et du coup ces petites marmites qui sont en bois recyclé, bois de récupération, qui est récupéré dans une entreprise qui fabrique des caisses pour l'industrie, et qui a des grandes chutes, et du coup moi je viens récupérer ces chutes à ce moment-là. Pareil pour le polystyrène, en fait c'est l'isolation de maison, qui est du coup récupéré à ce moment-là. Et du coup, c'est en transition, mais c'est en train d'être fait par un ESAT, voilà, pour être le plus positif possible sur le projet. Donc là, c'est une petite zone de stockage du bois. C'est plein de bois qui est récupéré, donc chez IDEA, comme j'ai dit tout à l'heure, ou ça peut être aussi des chantiers de déconstruction, comme un ancien skatepark qui a été démonté. Et du coup, on a récupéré plein de bois. Ça, c'est des petites boîtes à œufs, parce qu'on a des poules derrière. Et du coup, c'est pour stocker les œufs. Donc ça, c'est le petit jardin qui est juste derrière le hangar, qui est en fait en location avec le hangar et qui permet à Cédric, du coup, qui fait les objets sur mesure, de faire un peu de permaculture. Et c'est hyper agréable, du coup, aussi de manger ici le midi. En tout cas, l'été, quand il fait beau, il y a le soleil, il y a les oiseaux qui chantent, il y a les petites abeilles. On est dans la nature. Et donc là, c'est le petit poulailler avec les petites poules. Donc petites poules qu'on a récupérées d'une association qui récupère, qui vend des poules. En fait, au bout d'1 an, elles sont plus rentables pour l'industrie de l'œuf. Et du coup, ces poules, elles sont vendues. Et là, on a récupéré ces petites poules du coup qui avaient plus de plumes et qui ici sont, j'ai l'impression, épanouies. Donc le terrain est complètement arraché parce qu'elles mangent chaque petit brin d'herbe. Et là, du coup, ça c'est des abeilles qui sont dans le poulailler. L'idée principale, c'était de les mettre dans le poulailler pour que les poules mangent les frelons asiatiques. Mais j'ai l'impression que c'est un type de poule un peu particulier et on les a pas encore élevées à manger le frelon asiatique. Et du coup, elles mangent pas du tout le frelon asiatique et on se fait défoncer les abeilles. Du coup, là, on se dirige vers le bureau. Quand j'étais enfant, j'étais dans mon monde, dans ma bulle. Je sais pas si je me voyais quelque part. J'ai un peu suivi le chemin tracé de la vie. Donc l'école, puis le collège, puis le lycée. J'avais une appétence un peu pour les maths, la physique. Et donc je me suis dirigé parce que j'aimais quand même inventer des mécanismes vers ingénieur. Mais j'aurais
très bien pu aussi faire d'autres métiers, pourquoi pas dans l'humanitaire, dans des associations. J'ai un cousin qui a fait l'ICAM à Lille et qui m'en a parlé et qui m'a dit que ça pourrait vraiment me plaire. C'était pas juste une école d'ingénieur où on apprenait la technique des sciences, des matériaux, des trucs techniques, mais c'était aussi une école humaine où on était un peu ingénieur dans son intégralité, avec vraiment une introspection humaine en plus de la technique. J'ai tenté directement ingénierie, donc j'ai postulé à l'ICAM post-bac et j'ai pas été pris parce que mon dossier était un peu trop léger. Donc j'ai fait une petite bifurcation. Je décide de quand même aller dans un domaine où je réponds à des problèmes et j'ai un peu de connaissances sur le secteur de l'industrie. Donc j'ai fait un DUT qui maintenant s'appelle un BUT, génie mécanique et productique. Et donc pendant ce DUT, on apprend un peu toutes les étapes de la vie d'un produit, donc de sa conception, sa fabrication et un peu de la vente aussi. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour après aller en école d'ingénieur. Et j'ai fait ça du coup parce que j'avais pas été pris à l'ICAM à ce moment-là. Et j'ai retenté ensuite à la suite de ces 2 années. Et là, j'ai été pris du coup à Grand Paris Sud, qui s'appelait à l'époque Paris Sénart. Ce qui m'a vraiment plu par la suite, c'est oui, ce côté formation humaine, qui apprennent du coup à prendre du recul sur les projets, à prendre du recul sur soi-même, avec des petites astuces pour se fixer des objectifs réalisables. Ce qui m'a plu aussi dans la proposition de l'ICAM, c'est que c'était une formation généraliste et que du coup, on n'était pas spécialisé dans une matière, qu'on avait un peu des connaissances de tous les domaines, ce qui peut nous permettre par la suite, en connaissant un peu chaque métier, d'être un chef de projet ou pourquoi pas plus tard un manager. Je suis arrivé à l'ICAM en alternance. Donc j'avais trouvé une entreprise qui s'appelle Safran Aircraft Engine et qui fabrique des moteurs pour l'aéronautique. Donc ce côté alternance et ICAM, c'était vraiment chouette. Quand je suis arrivé, le côté humain s'est déjà tout de suite révélé parce qu'on avait une intégration avec la promo. Et en gros, sur 2-3 jours, on est allé dans un endroit pour faire des activités de cohésion. Et c'est grâce à ça que je me suis fait mes premiers amis. Après, le site de l'ICAM fait aussi qu'on est rapidement vite intégré. Il y a plein d'associations, qu'elles soient sportives, culturelles. Et il y a un bar qui rapproche quand même pas mal. Juste à côté de l'ICAM, oui, il y a une résidence, ce qui est très pratique d'ailleurs, parce que le matin, on a 1 minute à pied pour arriver dans les cours. J'ai choisi l'apprentissage pour plusieurs raisons. Parce qu'on a déjà un premier pied dans l'entreprise, ce qui nous permet derrière d'être plus facilement embauchés. On a une expérience qui se fait dans la même boîte, donc dans le même secteur et qui évolue. Chaque fois qu'on revient dans l'entreprise, on nous donne des responsabilités de plus en plus grandes et on voit une vraie évolution dans le même secteur, ce qui est très plaisant. Et j'ai choisi aussi l'apprentissage parce que nos études sont entièrement prises en charge par l'entreprise et en plus on a un petit salaire qui nous permet du coup de faire nos courses, de payer notre loyer. On était une promo d'apprentissage d'une 30aine de personnes. Au même niveau, il y avait une autre promo d'une autre 30aine de personnes qui eux étaient, on appelle ça intégrés, ça veut dire qu'ils font pas d'apprentissage. Et eux par contre, ils font plusieurs stages dans différentes entreprises. Ça a d'ailleurs d'autres avantages. Pour mon entretien d'embauche chez Safran, j'étais en job d'été où je faisais un job de démolition. Enfin, c'était dans le bâtiment. Je les ai appelés le soir pour le lendemain en leur disant désolé, demain j'ai un entretien, je vais pas pouvoir revenir. Donc je les ai un peu plantés sur ce coup-là, mais je pense que ça a bien plu à ma future maître de stage qui s'est dit OK, il est prêt à venir à un jour près en plantant son job pour faire l'entretien, donc il doit être motivé. Bon, et ça a marché parce que j'ai été pris, mais c'est quand même rigolo. J'ai été pris pour un contrat de 3 ans, 3 ans d'alternance, 3 ans d'école d'ingénieur. Je suis au poste d'apprenti, donc c'est un truc un peu à part entière où tu es un peu sous l'aile du tuteur et on te donne un peu du coup des petits boulots au début, sous la protection entre guillemets de quelqu'un pour éviter que tu fasses des bêtises trop grosses parce que ça reste... Du coup là c'était des pièces de l'arrière du moteur, donc
donc le carter échappement. Le carter échappement, c'est une pièce structurelle donc qui tient le moteur et elle est située à l'arrière du moteur. Donc elle est intéressante parce qu'elle est contrainte du coup par le poids et elle est aussi intéressante thermiquement parce que en fonction des différentes températures pendant le cycle de vie du moteur, donc pendant un vol ça va être très chaud et puis quand ça sur le tarmac c'est froid et du coup la contrainte thermique allonge et rétrécit la pièce, ce qui rajoute d'autres contraintes et donc c'est intéressant de travailler avec ça parce que ça fait travailler les méninges. Donc c'est vrai que les pièces du coup qui sont des carters échappement sont assez chères et la retoucher coûte cher. Donc c'est-à-dire que on vient redéposer un cordon de soudure qu'on vient derrière renettoyer, on va dire. Et donc pour éviter de faire cette opération qui est coûteuse, on vient prendre les dimensions à l'endroit où c'est un peu hors cote. En fait, la pièce a différentes dimensions en fonction de ses formes. Si on prend par exemple un pavé, elle va avoir une hauteur de 5 sur une largeur de 10. Donc ça, c'est des cotes, c'est des dimensions. Et si ce pavé, donc la cote est prévue entre 10,1 et 10, s'il dépasse, il est hors cote. Et nous, notre étude, en gros, consistait à dire, même s'il est hors cote, il peut quand même y aller. Ou alors, là, il est trop hors cote, il faut le retoucher. Et s'il est vraiment trop hors cote, et ben là, on le met au rebut et on recommence. C'est une grosse entreprise qui est vachement sectorisée et nous on est spécialisé sur le carter échappement. Donc après il y a plusieurs carters échappement en fonction des différents moteurs et en fonction des différentes compagnies. Par exemple celui pour Boeing et pour Airbus et pour Comac, c'est pas les mêmes. Et en fonction des moteurs pour la même compagnie, c'est pas les mêmes non plus. Mais ça reste quand même la même pièce. Quand j'arrive en alternance, je rencontre du coup ma maître d'apprentissage et du coup je découvre au fur et à mesure des années qu'elle est végétarienne et qu'elle est végétarienne donc pour plusieurs raisons, pour la souffrance animale et aussi pour l'écologie. Et moi je me questionnais pas mal à ce moment-là de ma place dans l'industrie, donc mettre mon énergie, mes compétences, mes connaissances au service d'une industrie qui fabrique des moteurs d'avion et du coup qui contribue à un avenir que je ne souhaite pas. Et c'était un peu le cas pour elle aussi. Et donc on a eu des discussions intéressantes autour de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que c'est notre vraie place, est-ce qu'on a envie de continuer, parce que c'est quand même confortable, on a un salaire et un statut qui nous permet plein de choses derrière, comme un prêt, mais en même temps on n'y est pas bien parce qu'on n'a pas de sens à notre travail, on donne pas de sens à notre travail. Et ces discussions ont amené un peu ce cheminement et du coup ont aidé ma réflexion dans ce parcours. À ce moment-là, oui, je me plais vraiment dans les cours qui sont à l'ICAM. Ils sont aussi dans l'accompagnement, c'est pas juste un cours magistral, même s'il y en a eu quelques-uns. Globalement, c'est pas un cours magistral où le prof récite son cours. C'est un vrai échange qu'on a avec le prof, vraie question-réponse. Et s'il faut prendre 1 heure pour revoir certaines bases, on peut retourner 1 heure sur certaines bases. Du coup, dans le cadre du cursus ingénieur à l'ICAM, on doit faire un stage à l'étranger via notre entreprise. Et du coup, je suis envoyé à Samara, en Russie. Donc, en gros, c'est près de la Volga, pas trop loin du Kazakhstan. Et donc là-bas, déjà, je découvre une nouvelle culture et puis j'apprends plein de choses. C'est un bureau d'études qui fait des calculs mécaniques pour notre bureau d'études en France. Et donc, je me spécialise, entre guillemets, un peu plus dans le calcul de structure. C'est un échange, parce que eux m'apprennent du coup cette spécialité calcul structure mécanique. Et certains d'entre eux apprennent le français. Et du coup, je parle français avec eux pour les aider à améliorer leur français. C'est vrai que 2 mois et demi, ça passe très vite. Mais j'ai quand même pu me faire un ami, qui est toujours un ami, qui a d'ailleurs quitté la Russie, et il est en Angleterre, et à qui je parle régulièrement. Un moment qui a été aussi décisif dans mon parcours, c'est la rencontre de mon beau-frère, du coup, qui est maintenant de ma famille, qui est aussi du coup ingénieur, qui se pose ces questions de sens et de place de l'ingénieur dans l'industrie dans le contexte actuel. Et donc il me dit va vraiment voir sur le site du Low-Tech Lab. Et donc en effet, j'ai aucune connaissance des low-tech à ce moment-là. Et je vais sur le site du Low-Tech Lab et je découvre
qu'on peut faire cuire des aliments juste avec le soleil, qu'on peut faire sécher aussi des aliments juste avec le soleil, qu'une chasse d'eau, ça consomme entre 6 et 10 litres et que on peut les économiser avec des toilettes sèches. Enfin, voilà, en fait, il y a plein de solutions techniques low-tech et je découvre ça et je me dis waouh, c'est vraiment génial. Et je pense que je peux trouver du sens là-dedans plus que fabriquer des moteurs d'avion. Alors du coup, c'est vrai que la low-tech, c'est une démarche, un peu comme la démarche zéro déchet vise à aller vers du zéro déchet, bien qu'on sait que c'est très difficile, voire impossible. La démarche low-tech, du coup, c'est une démarche qui s'applique à plein de choses, à des procédés, à des objets, et qui vise à du coup diminuer la complexité au maximum. Elle remet aussi en cause le besoin. Donc les low-tech répondent à des besoins essentiels comme se nourrir, se loger, manger. Et il y a aussi une dimension appropriation de l'utilisateur. C'est en fait des technologies qui sont donc simples, souvent avec des plans en open source. Donc on peut très bien récupérer les plans, le faire soi-même, ou alors être accompagné via une association. Le stage en Russie se fait en fin de première année et du coup c'est l'année d'après où je suis parti en Suède. En fait c'est pendant la dernière année, c'est 6 mois. Donc je fais mon mémoire scientifique industriel, donc MSI à l'international. Je vais en Suède, à Luleå. Ça s'écrit avec un A mais c'est Luleå. C'est dans le nord de la Suède. Et donc là j'arrive dans une entreprise qui gère des data centers, donc pour Facebook, Google. Et leur objectif, eux, c'est de diminuer la consommation énergétique du data center. Donc c'est pour ça qu'ils sont en Suède, parce que globalement il fait plutôt froid en Suède et donc pour les refroidir, il y a moins besoin de faire entre guillemets du froid pour le refroidir. Et moi je suis mis sur un projet qui vise à mieux gérer la température à l'intérieur du data center via un petit programme. J'ai pas forcément trop aimé justement. J'avais choisi un mémoire scientifique et industriel à l'international, tout sauf dans la programmation. Je me suis retrouvé avec quelque chose dans la programmation. Donc en effet, c'est moins mon domaine, c'est moins ce que j'ai aimé. Donc j'ai eu quand même un peu de mal à suivre et à faire ce qu'il fallait faire. Par contre, ça m'a appris plein de choses en dehors du stage. Ça m'a fait découvrir une autre culture. J'ai par exemple le souvenir d'avoir fait du hockey sur glace sur un lac gelé à midi avec un coucher de soleil parce que l'hiver là, à l'endroit où je suis il y avait 3 heures de soleil et ça m'a fait découvrir plein de gens cool et une bonne ambiance chaleureuse malgré le froid. Et du coup après ces 3 années à l'école, je suis diplômé en 2019. C'est un grand soulagement parce que il y a eu une bataille aussi par rapport à l'anglais et au niveau B2 à avoir que j'ai fini par avoir du coup. Donc oui, grand soulagement et puis maintenant on se tourne vers l'avenir. Puis je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie maintenant avec ce diplôme. Ce parcours à l'ICAM m'a appris plein de choses. Donc c'est vrai qu'il m'a permis de m'améliorer en anglais. Il m'a permis la gestion de projet. Les différentes étapes, faire un rétro-planning, suivre les différents jalons. Ça m'a apporté un peu plus de technique aussi dans les différents domaines, en thermodynamique, en mécanique des structures, en maths, en physique. Ça m'a appris ce côté relationnel un peu plus humain, peut-être à apprendre à un peu mieux communiquer, comment communiquer. Ça m'a appris à avoir une ouverture d'esprit, et du coup une ouverture d'esprit aussi sur l'environnement et l'écologie. L'ICAM a eu aussi sa part dans mon cheminement, par différentes interventions, et je retiens notamment la projection d'un film qui s'appelle Enquête de sens, où justement c'est l'histoire d'un ingénieur qui vend de l'eau à New York et qui se retrouve les pieds dans le plâtre et qui se dit mais en fait qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, et donc il part faire un tour du monde un peu initiatique, hyper intéressant. Je dis pas la fin, je vous laisse écouter ça, mais hyper intéressant comme film. Donc à ce moment-là, je suis juste diplômé, donc je me tourne un peu vers l'avenir. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? J'étais un peu matrixé, on va dire, industrie. Donc j'ai cherché un boulot dans l'industrie qui ait plus de sens. Et je voulais aussi me rapprocher de Saint-Nazaire. Donc il y a une entreprise qui arrivait assez rapidement, qui est les Chantiers de l'Atlantique. Donc qui de base fabrique des gros paquebots, qui développe une filière dans les éoliennes offshore. Et donc je postule à
à 2 postes, je crois, dans ce domaine-là. Et j'ai pas été pris. Bon, j'ai appris après que ça s'est joué de peu. Bon, finalement, c'est peut-être pas si mal, je sais pas. Et pour des raisons personnelles, j'ai besoin de travailler, donc je prends un boulot alimentaire dans l'aéronautique, un sous-traitant d'Airbus, qui est en effet très peu épanouissant, où je remplis un tableau Excel pour mon patron. Donc ça, en effet, ça m'a permis, pendant la période du Covid, de travailler et de quand même faire quelque chose de ma vie. Et à la fin du Covid et à la fin du contrat, c'était un CDI de chantier, donc un espèce de CDD à durée indéterminée. Et donc à la fin de ce contrat, je me dis, bon, je sais que je veux faire quelque chose d'utile dans la vie. Je vais lancer une boîte dans les low-tech. Je sais pas trop ce que je veux faire, mais j'ai 2 ans de chômage, j'y vais. Et puis on verra bien. Je me lance dans les low-tech. Je savais pas trop quel modèle économique j'allais prendre, mais je me lance dans les low-tech parce que c'est à la croisée entre l'ingénierie et le nécessaire. Donc mon processus créatif, c'est par le faire. Donc c'est aussi ce que m'a appris l'ICAM. Ça me vient aussi au fur et à mesure, c'est mettre les mains dans le cambouis et puis apprendre aussi par le faire. Je commence du coup à fabriquer une marmite norvégienne, un four solaire, un séchoir solaire. Et je me dis, tiens, je peux peut-être fabriquer ces objets-là et les revendre et facturer mon temps de fabrication. Et je découvre aussi qu'il y a des associations qui font de la découverte de low-tech au grand public, donc par les collectivités ou les écoles. Et je me dis, il y a peut-être aussi quelque chose à faire là-dedans. Voilà, et en fait, je m'éparpille un peu à droite, à gauche. Je me dis, j'ai une formation d'ingénieur. Je pense que je peux trouver des solutions sur mesure pour des petites entreprises et puis répondre à leurs problématiques comme ça, vu que j'ai une connaissance un peu maintenant des low-tech. Et donc voilà, c'est ces différentes branches-là que j'explore un peu. Je suis accompagné, et c'est ce que je recommande à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'être accompagné par des organismes d'aide à la création d'entreprises. Donc j'ai été suivi par la BGE, puis la CCI, la Chambre de commerce de l'industrie. Et donc je me rends compte quand même assez rapidement que le travail du bois, c'est un métier à part entière, et que avec mon diplôme d'ingénieur, même si c'est trop bien, ça suffit pas. Et donc je me forme à ce moment-là dans le travail du bois, avec du coup un copain qui est menuisier et ébéniste, et qui du coup me donne des petites astuces, et même plus que des petites astuces, m'apprend un peu le métier. Je me forme aussi un peu via Internet et via YouTube avec des tutos hyper intéressants. Et du coup, de fil en aiguille, je me dis qu'il va falloir que je recentre un peu mon activité et que je me spécialise entre guillemets un peu dans un des domaines parce que je peux pas tout faire, quoi. Enfin, je me cherchais encore et du coup, je me dis est-ce que vraiment c'est là-dedans ou... Et il y a vraiment du coup au bout d'un an un événement qui me rebooste. C'est les Audacity Awards à Saint-Nazaire. C'est un concours de l'innovation, on va dire, spécialisé du coup dans Saint-Nazaire et sa région, donc qui est local. Et donc je postule avec mon entreprise en me disant on verra bien si ça marche. Et donc je suis pris aux entretiens, je passe les entretiens. Et pendant la remise du coup des prix, je découvre que je suis coup de cœur du jury. Donc ce qui met du baume au cœur et qui me dit finalement il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas les gens y croient. Je vais continuer là-dedans et je pense que c'est le bon chemin. Et le prix du coup que je récupère, c'est aussi visite de maisons et objets à Paris. Donc j'ai 2 jours tout frais payés à Paris de maisons et objets, et qui m'a permis plus tard du coup de aussi continuer mon cheminement d'entreprise. Je me dis c'est ma voie, en tout cas des gens y croient, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a un vrai besoin. Du coup en novembre 2022, toujours dans mon cheminement de création d'entreprise, je me dis je vais me spécialiser dans la fabrication de marmites norvégiennes. Et du coup je lance une campagne Ulule en novembre qui arrivait via une réflexion par rapport à l'hiver qui allait être un peu compliqué. À ce moment-là, je me dis que la marmite norvégienne, c'est une vraie solution pour répondre un peu au problème. En tout cas, on peut faire des économies d'énergie, de gaz. Et donc, je lance cette campagne qui marche très bien sur un objectif de 3 000 €, qui dépasse 8 000 €. Donc, super content. Super content. Et en même temps, je me dis, maintenant, il va falloir les fabriquer, ces marmites. Parce que j'en avais prévu de livraison avant Noël. Donc, j'ai fait des journées, mais de l'enfer, où je me suis couché des fois à 4 heures du matin et je renchaînais le lendemain à 8 heures dans un froid terrible. J'avais dû faire une quinzaine de marmites en 15 jours. Ouais, j'ai vraiment
vraiment beaucoup travaillé. Voilà, c'est l'aventure, quoi. C'est vrai que pendant la création de mon entreprise, je me dis, bon, il va falloir trouver un nom en rapport avec ces low-tech, ces basses technologies en français. Et donc, on fait un brainstorming avec ma compagne, avec mon ami. Et en fait, c'est même elle qui a trouvé l'avant-d'après. L'avant-d'après, c'est d'anciennes technologies qui sont en fait remis au goût du jour, un peu pour demain. Et donc, en effet, c'est tout à fait juste. Et donc, j'adopte l'avant-d'après. Et rester dans les derniers choix, l'avant-d'après et à l'ancienne. En effet, à l'ancienne, ça fait un peu moutarde de Dijon. Donc, l'avant-d'après est beaucoup plus pertinent. Et donc pour la suite, je suis en train de développer donc avec des potentiels futurs associés un site de revente de low-tech, donc toujours dans le but de démocratiser puis de le mettre à disposition pour le rendre accessible. Donc un site de low-tech donc avec des exemples classiques comme des fours solaires, des douches à recycler, des toilettes sèches. Du coup, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ce site marche et puis tourne à fond et qu'on arrive à faire connaître tout ça auprès d'un public encore plus large. Comment je vois mon métier aujourd'hui, c'est en effet quelqu'un qui répond à des problématiques, qui est pas forcément derrière son ordinateur, qui est peut-être même un peu plus sur le terrain, avec vachement plus de contact humain, parce que les solutions on les trouve pas forcément tout seul, on les trouve à plusieurs, mais aussi avec son crayon et son bout de papier à faire des croquis et essayer de trouver des solutions à défricher tout ça carrément. Un des préceptes de l'ICAM, c'est la sobriété. Et du coup, dans mon métier, en fait, je développe et je démocratise un mode de vie plus sobre. Donc, je suis vraiment à fond dans ce précepte-là, quoi. Ce que je retiens du côté étudiant et promo à l'ICAM, c'est encore une fois cette super cohésion, ces super soirées et même ces soirées un peu poussées jusqu'au bout, avec des thèmes. Quand on dit on fait une soirée autour de l'Égypte, on construit une pyramide et puis on met le DJ tout en haut. Du coup, la philosophie, c'est travailler ensemble, avoir des projets fous et les réaliser même s'ils sont fous. Et il y a une phrase qui est un peu ils savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Si je devais dire quelque chose aux étudiants de l'ICAM, ça serait n'hésitez pas à penser en dehors de la boîte, à remettre en question l'énoncé, parce que on nous apprend aussi en tant qu'ingénieur à répondre à un problème. N'hésitez pas à remettre en question cette problématique. Est-ce que ça répond à des besoins essentiels? Est-ce que j'ai envie de contribuer à ça? Faites quelque chose qui pour vous a du sens, qui vous plaît, épanouissez-vous. Et si vous ne trouvez pas, lancez votre boîte. Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le 5e épisode de la 4e saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM produit par Louis Créative, dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que ces témoignages vous permettent de mieux comprendre comment le diplôme d'ingénieur mène à réaliser ses rêves les plus fous et, ainsi, participer à la construction d'un avenir plus durable. L'ICAM diplôme chaque année 900 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 25 000 alumni partout dans le monde. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site icam.fr. À bientôt.